Voilà, l'experte est en train de nous rejoindre. Installez-vous confortablement. Prenez tout votre temps. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, avec l'experte ce soir, on s'intéresse aux violences conjugales en Afrique. Impact et manifestation, elle nous vient de loin. Notre experte ce soir, elle nous vient du Gabon. Merci d'être avec nous. Flore Sidoine Oué, bonsoir. J'espère que je prononce bien. C'est bien Oué? Flore Sidonie Oué. Sidonie Oué. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes magistrate, mais vous êtes aussi présidente d'associations de femmes. Tout à fait. D'accord. Avec vous, ce soir, on s'intéresse aux violences conjugales en Afrique. On parle en général d'abord, avant d'aller un peu dans les spécificités. Vous, quel est votre avis sur ce fléau, sur le continent africain? Eh bien, mon détachement de ma profession habituelle pour, en plus, m'occuper de cette question des violences, c'est de permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer, parce que le constat qui est fait, c'est que les femmes en meurent faute d'en parler. Et c'est pour cette raison que parler de toutes les violences, quelle que soit la forme de la violence qu'on vit, c'est apporter une portion de la solution à ces questions de violence faites aux femmes. Mais alors, tout de go, quand je dis violence conjugale en Afrique, le point qui vous intéresse tout de suite, c'est la femme. Qu'en est-il des hommes battus? Il paraît qu'ils commencent par être battus aussi, les hommes. Bien entendu, la question des hommes n'est pas à négliger. D'ailleurs, les statistiques, par exemple, dans mon pays, en ce qui concerne les violences psychologiques, montrent que les hommes sont plus violentés psychologiquement et physiquement, ce sont les femmes. Mais parler de la question des femmes, parce qu'en fait, le constat dans le monde, et surtout en Afrique, c'est que ce sont elles qui en pâtissent vraiment, et dès lors qu'elles représentent souvent plus de la moitié de la démographie dans chaque pays africain. Donc il est important de mettre l'accent sur cette frange de la population. On a même un mot dans le dictionnaire aujourd'hui pour parler de cela. Il s'agit du mot féminicide, un mot qui pendant longtemps a choqué les uns et les autres. Est-ce qu'aujourd'hui on a digéré le concept selon vous? Oui, le concept est en train d'être digéré parce qu'en fait, effectivement, il y a des femmes qui meurent du fait de leur sexe. C'est ça la réalité. Le féminicide, c'est le fait pour quelqu'un de trouver la mort, une personne, du fait de son sexe. Et de plus en plus, on en trouve, et c'est souvent dû ou consécutivement aux violences qu'elles subissent. D'accord, mais le plus récurrent, la plupart du temps, on a l'impression que ces violences se déroulent au sein du foyer. Un foyer qui est censé être au départ un abri. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un paradoxe? Non, ce n'est pas paradoxal. Effectivement, c'est pour cela qu'il faut en parler. Parce que le mariage, comme j'ai coutume de le dire, est un cocktail d'amour. Comment imaginer qu'il puisse avoir de la violence de manière récurrente? Eh bien, simplement parce que finalement, on se rend compte que le choc d'éducation, parfois, fait en sorte que les comportements se révèlent. Et que la personne qu'on connaissait avant le mariage n'est pas la personne avec qui on partage sa vie au moment, pendant donc le mariage. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment et vraiment en parler. D'accord. Alors déjà, peut-être que si on maîtrisait un peu mieux l'impact, on comprendrait qu'il faut éviter les violences. Pour vous, quel est l'impact direct de ces violences-là sur la femme d'abord, avant de parler de la société qui l'entoure? Sur la femme, voyez-vous, la violence ne peut pas permettre à une femme de se développer. Et une femme qui ne se développe pas, cela impacte sur le développement de la société, du milieu dans lequel elle vit. Une femme violentée ne peut donc pas être épanouie, et le manque d'épanouissement ne peut pas faire en sorte qu'elle puisse donner le maximum de son potentiel dans ce qu'elle sait faire. Alors, donc, pas par rapport à la société, mais je reste d'abord dans la cellule familiale parce que toute société commence par la famille. Et donc, les conséquences, par ailleurs, au-delà de la femme, c'est surtout sur les enfants. Parce que les enfants qui vivent cette violence ont toujours tendance à la reproduire. Et on fabrique donc des adultes maltraitants. Des adultes de potentiels maltraitants, oui, c'est ça? Oui, des adultes maltraitants. On ne peut pas minimiser le phénomène. La vie n'est que l'écho de ce qu'on a reçu. D'accord. Si on a grandi dans un milieu où la violence était au quotidien, le plat à servir chaque jour, c'est quand même rare qu'on y échappe.
D'accord, il y a quand même des personnes qui pensent que si on avait moins de violence conjugale en Afrique, on aurait un autre bond de développement parce que la femme pourrait s'atteler à autre chose qu'à réparer justement les dommages causés par les violences. Est-ce un avis que vous partagez? Oui, en partie parce que je ne m'inscris pas dans la victimisation des femmes qui vivent ces violences. J'estime que le fait pour nous de nous lever aujourd'hui pour dire africaines, essayons de dénoncer dans un cadre précis parce qu'il faudrait également sécuriser le cadre du mariage, c'est apporter une solution à ce qui se passe. Et donc, ne plus être un acteur passif du mariage, mais un acteur qui participe à la vie du mariage. Et les violences ne sont pas seulement des violences, je veux dire, physiques. Non. Elles vont au-delà. Elles vont au-delà. Il y a des violences économiques. Le fait pour un homme de demander à une femme, par exemple, qui a appris un métier, de ne pas travailler est une violence terrible. Parce que celle-là se confine. Elle n'est là que pour servir soit de décorium dans une salle, dans un salon ou dans la maison, ou alors de servir de poupée pour décorer également la maison, mais pour les envies d'une personne, alors que le mariage est un cocktail d'amour. D'accord, mais donc pour vous, déjà, demander à sa femme de rester à la maison, de ne pas travailler, c'est déjà exercer une forme de violence sur elle. Bien entendu, c'est une violence. Parce que vous savez, souvent on oublie même que la vie ne nous appartient pas. Celui qui nous donne le souffle de vie peut le retirer à tout moment. Comment demander à une partenaire, parce que être épouse, c'est également être partenaire. Elle doit participer à la vie au foyer. Comment demander à cette dernière qui peut apporter de ne rien faire, de tout attendre de l'homme, de tout attendre du demandeur, de la passivité. Ça veut dire de l'oisiveté même. Ça veut dire qu'il y a, dès ce moment-là, un problème. Et les femmes qui se contentent de cet avis, qui restent sans rien faire, parce que le mari a demandé qu'on ne travaille pas, ne participent pas à leur plein épanouissement. D'accord. Mais en tant que magistrate, est-ce que vous avez vraiment l'impression que nous, femmes, ici en Afrique, on a compris l'enjeu, on a compris qu'il faudrait qu'on cesse de se taire et qu'on est prête à faire face aux pesanteurs sociales, justement? Oula, c'est un travail de longue haleine. Je suis persistante dans ce que je fais et j'estime que c'est un début. Je le disais tout à l'heure lorsque nous étions à la causerie de cet après-midi, que dans les années 1900, la femme ne votait pas, elle ne participait pas au vote. Aujourd'hui, on permet aux femmes de voter. Hier encore, l'idée de la monogamie était presque exclue de nos comportements. Et pourtant, il y a des législations africaines qui excluent la polygamie et qui ne retiennent que la monogamie. Oui, je pense que c'est une attitude plutôt à entretenir, parce que lorsqu'on parle des violences, il ne faut pas attendre qu'elles arrivent. Il y a 3 phases. Il y a la phase de la prévention, il faut les prévenir par justement la dénonciation de ces faits. Ensuite, il y a la phase de la manifestation de ces violences, et comment combattre, comment en sortir. Et c'est là où intervient la thérapie nécessaire à avoir. Et puis, il y a l'après-violence. Après la violence ou après plusieurs violences, comment la femme doit faire pour s'en sortir? Elle ne doit pas rester là et puis attendre que tout tombe, tout sombre sur elle, que le ciel tombe sur sa tête. Il faudrait qu'elle ait le courage d'en sortir et de se dire, puisqu'on parle des mariages, puisqu'on parle des violences conjugales, et puis se dire, le mariage, c'est Dieu et les hommes qui l'ont institué, il en est de même du divorce. Et donc, il faudrait qu'elle se dise que si ça ne va pas, je dois divorcer et me prendre en charge, refaire ma vie. D'accord, mais ici, au Bénin, il y a eu des cas où ces mêmes femmes qui sont allées porter plainte dans les commissariats de police, puisqu'aujourd'hui on a une législation qui combat la chose, c'est ces mêmes femmes qui sont allées retirer leur plainte. Non, je ne peux pas porter plainte contre le père de mes enfants, contre mon mari, la société me l'interdit. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la législation puisse aussi en tenir compte? Justement, lorsque je parle de changement de paradigme, cela intéresse également les magistrats. Voyez-vous, moi j'ai été procureur de la République dans mon pays. Lorsque quelqu'un est en justice, lorsque quelqu'un porte plainte en justice, il y a la société qui subit un préjudice et il y a la victime privée également qui en subit. Même si la personne finalement retire sa plainte, elle renonce à ses intérêts civils. Mais cela dit, cela n'impacte pas sur
l'ordre public a été troublé. Donc pour vous, la procédure peut poursuivre? Non, pas peu, doit être poursuivi si le procureur de la République a déjà engagé les poursuites. Et la présence de la victime de ces violences-là n'est pas nécessaire. Ce n'est pas cette personne qui est punie. Ce n'est pas à cette personne-là qu'il faudrait dissuader un renouvellement de ce comportement. C'est à l'auteur des violences qu'il faudrait rappeler que dans une société organisée, il y a des comportements à ne pas avoir et donc l'usage de la violence n'est pas une bonne chose. Oui, mais en tant que femme, vous n'avez pas parfois peur d'être porte-parole de ce genre de comportement? Et ici aussi, on stigmatise même les femmes qui défendent justement le fait que des femmes qui sont violentées ne puissent pas s'exprimer. Non, mais justement, nous on a dépassé le stade de la stigmatisation. On n'est plus à ce niveau et je pense qu'on ne doit pas avoir peur du jugement des autres lorsqu'on est conscient et convaincu de la cause que l'on porte. Non, je n'ai pas peur des jugements et j'incite d'ailleurs ces femmes, j'invite ces femmes également plutôt à continuer le combat parce que demain, c'est la société qui gagnera. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que la législation seule suffit? Puisque aujourd'hui en Afrique, beaucoup de pays ont compris qu'il faut une législation forte dans le domaine, mais c'est des législations, c'est des lois parfois qui dorment dans les tiroirs sans personne pour les appliquer. Non, les lois ne peuvent pas être appliquées. Ce qu'il faudrait également retenir, c'est que le juge ne s'auto-saisit pas. Soit c'est le représentant de la société, donc le procureur de la République, qui s'auto-saisit et porte les faits devant le juge, soit c'est un plaignant qui va saisir le juge. Les lois doivent être connues. C'est la question de la vulgarisation de ces lois. C'est la responsabilité de qui, justement? En principe, des parlementaires. Mais, vous voyez, lorsqu'on parle, par exemple, des partenariats publics-privés, les associations peuvent également accompagner l'État lorsque l'État présente des défaillances à ce niveau. Les associations peuvent être des associations d'utilité publique pour compléter ce que l'État n'arrive pas à faire. Cela dit, je connais des associations ici qui effectivement procèdent à vulgariser ces lois qui existent. Les lois, elles sont faites, elles sont dans les tiroirs des députés. Mais il y a des députés, d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a charmé ici au Bénin, les députés vont vers les populations pour leur expliquer les lois. Encore qu'il faudrait trouver ces populations-là aptes à recevoir ce qu'on leur donne. D'accord. Il y a un aspect quand même du sujet qui m'intéresse, c'est surtout l'après-violence. On n'en parle pas toujours, mais souvent ces femmes, elles ont besoin de beaucoup de soutien pour se reconstruire. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse aller vers des centres justement qui accueillent et qui protègent ces femmes? Je ne sais pas si ça existe au Bénin, je n'ai pas eu le temps de vraiment me renseigner, je suis arrivée avant hier seulement. Mais effectivement, au Gabon par exemple, c'est maintenant que le gouvernement pense à mettre en place, eu égard donc, aux déshydratats constatés et eu égard aux cris des femmes à travers les plaidoyers et à travers les lobbying qui se font. On va mettre ensemble une procédure de prise en charge on va dire oligarchique, c'est-à-dire qui tiennent compte de tout. Il y a d'une part une prise en charge psychologique qui n'est pas à négliger parce qu'une femme violentée subit un traumatisme, il faut évaluer le niveau de son traumatisme. Ensuite, on passe à l'aspect médical si son intention est de porter plainte pour avoir les éléments de preuve ou alors pour se soigner également. Et puis, il y a une prise en charge sociale pour sa réinsertion. Et moi, je les appelle avec fierté les réfugiés des violences. Oui. Carrément, oui. Le mot réfugié n'est pas un peu trop fort? Non, c'est pas fort. Une femme qui est violentée, qui part de son domicile, de son milieu habituel pour se retrouver ailleurs, comment vous pouvez la qualifier, dites-moi? C'est pas fort. Elle doit réapprendre à vivre. Il faudrait donc que la société puisse mettre des éléments en place pour pouvoir optimiser sa réinsertion sociale, sa nouvelle vie. Justement, c'est à ce niveau que nous devions mettre l'accent et c'est sur cet aspect que les femmes ont souvent du mal à démarrer, notamment lors de la prise de décision de partir. D'accord. Mais il y a un aspect qui m'intéresse quand même et qui m'interpelle aussi souvent. On a l'impression que les hommes ont envie de croire que ce combat, c'est contre eux. Est-ce que votre message ce soir sur ce plateau à l'endroit des hommes ne pourrait pas quand même leur prouver qu'ils ont tort, hein? Ce n'est pas un combat contre eux. Oui, mais alors là, pas du tout.
Pas du tout, ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat, pas contre les hommes, c'est un combat sur tout ce qui porte la violence en eux, notamment les femmes elles-mêmes, dans les cas de rivalité ou dans les cas de succession. D'accord, merci à vous. Vous êtes Flore Sidonie Oué, magistrate, et vous nous venez du Gabon. Avec vous ce soir, on s'est intéressé aux violences conjugales en Afrique quand on a parlé de leur impact et de leurs manifestations.